non, mais les 7-8 grosses dernières minutes qui nous restent, je voudrais que Peggy Santer et Nathalie Agege qui sont là, on va sortir un petit peu de la guerre en Ukraine, on va parler de l'Europe d'un point de vue global et des difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés dans votre vie avec vos entreprises et des difficultés au niveau de l'Europe. Peggy, vous pouvez y aller si vous voulez pour poser la première question. Vraiment sur sur là on sort vraiment un petit peu de ce qu'on avait prévu et on part vraiment sur vos questions. Pas de souci. Moi je voulais parler des marchés publics. Alors il n'y a pas de clause qui impose une préférence géographique. Je dirige donc un cabinet de traduction, comme je vous l'ai dit, et j'ai été étonnée, par exemple, que la Caisse des dépôts, pour un marché de traduction français-anglais, anglais-français, choisisse un cabinet de traduction en Italie. Alors forcément, ils étaient moins chers, mais aujourd'hui, c'est vraiment un constat global, les appels d'offres publics. On est arrivé à un constat avec mon associé de décider de ne plus y répondre, puisqu'en fait, c'est de l'énergie, en sachant que on ne va pas les gagner, parce que c'est le critère prix qui l'emporte et que c'est nos voisins à plus bas coût de production qui vont les remporter. Comment vous pouvez contrecarrer et avoir une préférence nationale dans vos décisions ? Ça, je le dis franchement, c'est un sujet qui revient dans plein de secteurs, la question des marchés publics, leur complexité et parfois leur injustice en quelque sorte. Parce que c'est le moins-disant en termes de prix qui est sélectionné, alors que parfois on ne prend pas en compte la qualité, comment on rémunère les gens, l'impact environnemental dans d'autres secteurs, etc. Et il y a une logique, je le dis, ça a été une erreur européenne, je le dis très franchement, il y a été une logique de purs critères budgétaires ou financiers. Le marché public, c'était un outil pour le consommateur, pour que le prix soit le moins cher possible, et on forçait les collectivités publiques, parfois les villes, des régions, elles essayent de mettre des critères, mais c'est pas légal toujours. Alors, on a déjà amélioré les choses pour prendre en compte des critères environnementaux notamment. Mais ça, je crois que c'est un sujet majeur. Alors, je vais vous dire très franchement où on en est dans le débat européen, parce que ce raisonnement-là, qui paraît, je pense, de bon sens, il faut aussi que les marchés publics reflètent des contraintes ou des exigences qu'on a. Payer les gens correctement, alors que parfois il y a des entreprises, même européennes, qui payent moins bien. L'impact environnemental, le bien-être animal quand c'est de la viande qui est achetée par les collectivités, etc. Tout ça, ça a un coût. La qualité, c'est un coût, que ce soit de la qualité de l'interprétation, la qualité d'une production agricole. On est en train de changer ça. On a proposé au début du mandat d'Emmanuel Macron ce qu'on appelait, parce qu'on avait repris l'idée américaine, le Buy European Act, acheter européen, français ou européen. Ce qui évite déjà la concurrence, parfois déloyale ou excessive, des Chinois, des Américains, etc. On a beaucoup de mal à faire passer cette idée. Je crois qu'on va y arriver, mais à court terme, ça sera encore difficile, puisqu'il y a des pays européens qui disent « bah oui, mais ça va faire monter les prix, c'est pas bon pour le consommateur, etc. » Il y a quelque chose qui est puissant aussi, et je crois qu'on va le réussir sous présidence française, c'est la réciprocité. Déjà, on va dire, quand les entreprises d'un pays, la Chine par exemple ou d'autres, sur leur marché, n'ont pas ouvert à la concurrence étrangère, on ne va pas ouvrir nous à la concurrence. Ça va déjà changer beaucoup de choses, plutôt pour des gros marchés, je suis honnête, peut-être pas complètement dans votre secteur, parce que je comprends de ce que vous dites que la concurrence parfois elle est intra-européenne. Et puis, dans un deuxième temps, je pense qu'on va y arriver, ça peut se faire sous présidence française. Et donc c'est quand même un vrai changement même de raisonnement européen. On va dire, on va arrêter d'être naïf. Aux États-Unis, je crois que c'est 30% des marchés qui sont ouverts à la concurrence, donc les entreprises européennes ne peuvent pas aller sur un marché public américain, et nous on est ouvert à 90%, je crois. On est les plus ouverts du monde. C'est bien d'être ouvert, mais quand l'autre est ouvert, sinon. Et puis surtout, on met de plus en plus des clauses sociales, environnementales, etc., dans beaucoup de règlements européens. Et donc sur les marchés publics, c'est un des combats qu'on mène, et j'espère, peut-être au-delà de la présidence française, qu'on va arriver à avoir la possibilité pour celui qui passe un marché de pas seulement décider sur le critère prix, mais aussi sur des critères sociaux, environnementaux ou même de qualité de la prestation. Voilà, donc ça c'est la préférence française, je ne pense pas tout de suite, mais ça, je pense qu'on va y arriver dans les mois qui viennent. Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Alors la préférence nationale, pour beaucoup de nos entreprises, c'est la préférence nationale. On a vraiment une réflexion économique avec des discussions sur l'énergie, sur la digitalisation au niveau européen, mais c'est vrai que sur des marchés publics, les Allemands sont
préférence nationale, les Italiens sont préférence nationale, et même si on a une réflexion européenne, nous, société française, on aimerait bien que la France aussi, en termes de pourcentage et de réévaluation, elle puisse réfléchir aussi de façon nationale. Les Français gagnent très très peu d'appels d'offres sur les marchés allemands ou sur des marchés italiens. Et donc forcément, le propos de Peggy, c'était vraiment d'avoir aujourd'hui, au-delà de l'Europe, une réflexion aussi nationale. Je rebondis un petit peu sur le fret maritime dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors vous avez dit durant le premier échange que vous réunissiez les 27 membres de l'Europe, des secrétaires d'État de l'Europe, pour discuter de réunions formelles et informelles et de sujets formels et informels. L'Europe a beaucoup souffert depuis le printemps 2019 du fret maritime, du taux de fret maritime qui a augmenté parfois de 5 fois. Pourquoi dans ces discussions-là versus les États-Unis qui ont mis en place finalement, qui ont capé le prix du fret maritime, du taux de fret maritime et du prix du service. Pourquoi nous, en Europe, puisqu'on est censé être une puissance aujourd'hui économique, on ne met pas en place ce genre de palier, ce genre de réflexion vraiment concrète. Aujourd'hui, ça va faire plus de 2 ans, plus de 3 ans qu'on souffre de prix prohibitifs. Et l'impact, finalement, c'est qu'on importe moins, on n'est pas prioritaire, on manque de matières premières, on manque de produits, non seulement en industrialisation, on veut industrialiser le pays, on veut être plus compétitif, mais finalement, on remarque qu'on ne peut pas l'être parce qu'on n'a pas de matières premières pour y aller. Et finalement, c'est le consommateur qui subit une inflation ou des rayons vides. Je rebondis juste d'une seconde parce que c'était pas la question, mais sur votre remarque sur préférence nationale. Je suis très honnête, je pense qu'il faut quand même faire attention sur le national, pas par idéologie, mais parce qu'on gagne, ça dépend des secteurs, on gagne quand même beaucoup d'appels d'offres en Europe, dans le secteur des transports, des déchets, etc. Alors c'est pas, parfois il y a des plus et des moins, mais je vous rappelle quand même qu'un emploi sur 5, vous le savez, pour être tourné vers l'international par nature, en France en général, c'est l'export, et que la moitié de l'export, c'est l'Europe. Donc si on est dans une logique, il y aura, pour ça que je défends la réciprocité en Europe et à l'extérieur. Si l'autre pays est ouvert, ça ne me gêne pas qu'on soit ouvert, à condition aussi qu'on ait des clauses qui nous protègent, sociales, environnementales, etc. Le sujet, c'est plutôt le manque de réciprocité, je pense. Alors, parfois, ça arrive en Europe aussi. On peut engager des contentieux. On en a gagné certains dans les filières viticoles, etc. Mais je fais attention parce que si vous faites un principe général de préférence nationale versus les autres pays européens, j'ai un peu peur qu'on se tire une balle dans le pied, pour être très honnête, parce qu'ils feront pareil à la fin. Et l'Italie et l'Allemagne sont quand même encore des marchés très ouverts, malgré tout. Il y a peut-être des exemples, je veux bien regarder, mais au total, je prends les grands groupes français, mais même des ETI ou des PME, gagnent des appels d'offres, heureusement d'ailleurs, dans la mobilité, dans beaucoup de secteurs en Europe. Donc qu'on casse pas notre marché européen qui est quand même important en termes de débouchés. Sur le taux de fret, c'est un sujet que suit mon collègue des transports, je ne me défausse pas, mais qui ne sera pas discuté directement aujourd'hui à Arles. On a une augmentation des coûts de transport de manière générale, mondiaux, parce que la reprise était très forte, parce qu'il y a des pénuries de containers, parce qu'il y a des ports engorgés. Donc tout ça, c'est un phénomène qui est beaucoup lié à la reprise économique et qui touche tout le monde. C'est vrai que les Américains ont annoncé et fait en partie des maîtrises du taux de fret, etc. C'est une discussion qu'on a avec la Commission européenne aujourd'hui, sur laquelle le ministère des Transports discute aussi avec armateurs, avec les acteurs, etc. Pour l'instant, il faut un certain nombre de conditions qui soient réunies et il faudrait qu'on constate qu'il y ait, pour jouer sur ce paramètre-là, une sorte d'entente anti-concurrence entre les grands transporteurs ou les grands armateurs. C'est pas aujourd'hui ce qu'on constate, même s'il y a une hausse des prix liée à cette reprise mondiale. Donc on ne peut pas directement agir à court terme sur ce levier. Mais c'est un des sujets sur lesquels j'étais hier, pardon de revenir là-dessus, mais dans un autre secteur au sein de l'agriculture, on m'a mentionné, je pense, 7 ou 8 fois le sujet du fret. Donc c'est une question qu'il ne faut pas s'interdire si les prix n'arrivent pas à baisser dans les semaines qui viennent. Pour l'instant, c'est pas ça qu'on a fait, mais il y a cette discussion pragmatique avec la Commission européenne pour voir si on fait comme les Américains. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire d'État Clément Beaune, d'être venu. Je suis frustré s'il y a encore. Il y a peut-être encore une dernière question. On sait que vous êtes très timé, c'est pour ça que je conclue assez rapidement. Mais s'il y a encore une dernière question. Avec plaisir. Nathalie Agès, donc moi, je dirige une société de biotechnologie. On développe des traitements qui vont s'appliquer sur les tissus en milieu industriel pour leur apporter une fonction. Donc on maîtrise un vrai sujet qui sont les couettes anti-acariens. On travaille avec des grands acteurs français et internationaux. Donc en fait, on fournit la chimie anti-acarien. Durant 4 ans, 5 ans, nous sommes la seule TPE
française à être entrée dans une démarche d'évaluation pour une autorisation de mise sur le marché pour un biocide qu'on a obtenue en 2018. C'est quelque chose qui nous a coûté très cher, plus de 500 000 euros, et qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Mais on ne pouvait plus vendre notre produit liquide en France aux acteurs industriels si on n'avait pas cette autorisation de mise sur le marché. Aujourd'hui, on fait face à une concurrence qui est une concurrence asiatique qui n'a pas besoin d'AMM pour vendre des produits traités à leurs clients français qui sont soit des hypermarchés, soit des fournisseurs d'hypermarchés. Et donc en fait on subit une concurrence déloyale puisqu'aujourd'hui l'Europe, à juste titre, met en place des protections chimiques contre les produits toxiques, contre les produits qui ont un impact environnemental important, contre les perturbateurs endocriniens. Il n'y a aucune réglementation en Asie, il n'y a aucune traçabilité, il n'y a aucun moyen de contrôler les produits traités qui rentrent dans l'Europe, qui sont les produits du sport, les produits d'habillement, les produits de revêtement, les chaussures. Et on a eu des informations et des cas de gens qui avaient des vrais problèmes de santé, on peut parler de cancer, sur des produits qui étaient importés. Comment aujourd'hui, par rapport à des entreprises comme nous, des entreprises françaises, où on investit énormément dans l'innovation, dans l'industrialisation de notre territoire, comment on peut faire face en Europe aujourd'hui? Comment vous pouvez mettre en place des blocages, des réglementations, des pare-feux exactement pour pouvoir en fait nous permettre de travailler tranquillement et finalement de ne pas subir cette concurrence déloyale? Ça, c'est le sujet général de la concurrence déloyale qui pour moi est le sujet vital européen. C'est là qu'on a été, on évoquait quelques exemples tout à l'heure, traditionnellement assez naïf. Faut reconnaître, avec l'idée qu'on ouvrait les vannes du commerce, il n'y avait pas besoin de règles et de protection et que tout se passerait bien. Bon. Et on a parfois tué des filières entières. Sur le photovoltaïque en Europe, dans un tout autre domaine, on n'a pas mis de barrière anti-dumping alors que c'était subventionné par la Chine ou d'autres pays. On a tué complètement une industrie qui était vitale pour la souveraineté dont je parlais dans le domaine énergétique. On a un sujet qui est assez commun sur la chimie, sur les normes sanitaires, sur les normes alimentaires, c'est que on n'a pas un principe là non plus de réciprocité, ce qu'on appelle parfois dans le domaine agricole et d'autres de clause miroir. Moi je défends ce principe avec plusieurs de mes collègues dans les filières européennes, qu'on ait une clause miroir, c'est-à-dire quand on a une règle chez nous, pour la sécurité des consommateurs, parce qu'on estime, parfois il y a des normes trop strictes peut-être, mais en tout cas qu'on a une norme pour protéger le consommateur, pour que l'alimentation soit de bonne qualité, pour que les normes chimiques soient vérifiées, etc. On est la même à l'import. Tout simplement. Soit on n'a pas la norme, soit si on pense qu'elle est utile en plus pour protéger les consommateurs et nos entreprises, on a la même norme à l'import. Ce qu'on appelle clause miroir ou réciprocité. Ça, c'est un combat qu'on est en train de mener et dans de plus en plus de domaines, on y arrive. Je veux bien regarder le cas particulier pour voir si on peut pousser dans une directive européenne sur certaines substances chimiques ou sur des processus type AMM. On l'a dans beaucoup de produits médicaux, où on a des procédures plus strictes que nos concurrents internationaux. Moi, je défends ce principe. Alors, soit on le fait au cas par cas, soit on essaie d'avoir des outils transversaux. On le fait dans le domaine environnemental avec la taxe carbone aux frontières, parce que concrètement, c'est ça. Quand vous imposez à une entreprise chimique, automobile, etc., européenne, de respecter les normes vertes, de produire plus vert, des normes d'émission des moteurs, etc. Si vous importez une voiture, je prends un exemple caricatural, coréenne, chinoise ou américaine qui ne respecte pas les mêmes, c'est mauvais pour l'écologie, c'est mauvais socialement parce que sans doute les coûts des entreprises vont faire qu'on va licencier un jour, c'est très mauvais économiquement parce que vous n'êtes pas sur un pied d'égalité en matière de concurrence. Bon. Donc moi je défends de manière générale et j'essaie de me battre domaine par domaine pour qu'on ait cette clause miroir ou cette réciprocité systématique. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, donc moi je veux bien regarder le dossier précis sur la chimie, si on peut aider. Avec plaisir. Mais je dis ça parce qu'à partir de votre exemple, c'est un combat plus général qu'on mène en Europe sur l'idée on serait fou, honnêtement, surtout dans les domaines aussi stratégiques d'innovation, etc., si on gardait cette logique qui était de dire, nous on se fixe des règles pour protéger nos consommateurs et contraindre nos entreprises, parfois pour de bonnes raisons, mais ça a un coût, et que le concurrent étranger, dans un marché ouvert, il puisse pas avoir les mêmes exigences. Après, vous avez deux réponses à ça. Soit vous dites on ferme tout, repli, protectionnisme, etc. Ça a été un peu la logique Brexit. Parfois ils disaient les normes européennes, ça marche pas, etc. On quitte le truc. Moi je pense que notre meilleure protection c'est de faire les choses à l'échelle européenne, parce que quand vous avez une règle européenne pour un marché de 450 millions de personnes qui s'applique partout, les Chinois, les Américains, les Brésiliens, les Indiens, ils peuvent pas se passer du marché européen. Parfois du marché français, parfois du marché allemand, jamais du marché européen. Donc quand on fixe la règle nous tous, on est plus fort, tout simplement. Ça j'y crois beaucoup. Mais à condition que quand on définit une norme pour notre marché, on l'impose à tous ceux qui
importent de chez nous ou exportent vers chez nous. Et ça, je veux bien regarder cet exemple parce qu'à chaque fois qu'on peut avoir, on l'a fait là encore cette semaine avec le ministre de l'Agriculture sur des antibiotiques. Il y avait des antibiotiques qui étaient interdits pour les animaux en Europe. Ça avait un coût énorme parce qu'il fallait trouver des traitements alternatifs chez nos éleveurs. Et on pouvait importer des produits, des viandes, qui étaient traitées à ces antibiotiques de manière tout à fait légale. Ça c'est pas raisonnable. Donc voilà. Donc moi, exemple par exemple, j'essaye de gagner ce combat de la réciprocité. Merci Clément Beaune, merci à nos 4 lecteurs pour leur présence et la qualité de leurs questions. Merci à vous tous de nous avoir suivis en direct sur laprovence.com. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.